Ok papa, c'est reparti. Les amis, ça y est, on est dans l'avion de Cusco. 3e vol de la journée. Mais il y a vraiment un bruit bizarre là. Je me demande si c'est normal là. Je m'inquiète un peu là. Bon ça y est, on a trouvé un taxi pour Cusco pour aller à l'hôtel. On va aller là-bas et on va manger un bon petit truc là. Et ça klaxonne, et ça klaxonne, et ça klaxonne. Ah, il y a des Flixbus ici. On est presque comme chez nous, là. On s'y croirait presque. On a sorti une lunette de soleil parce qu'en fait il fait... Bah il fait soleil, mine de rien en fait, à 3400 mètres d'altitude. Tu vois, t'as pas de mal de tête. T'as pas le mal des montagnes, non? Non, ça va, t'es pas devenu fou quoi, pour l'instant, non, ça va. On préconise, du coup, pour le mal d'altitude, de boire du coca-tea. En fait, c'est des petites feuilles de coca. C'est pas de la coke, c'est pas de la cocaïne, et c'est pas du coca non plus. On le boit et voilà. le mange. Voilà, on peut le boire et le mâcher, le chiquer. Ouais. En fait, ça a des effets contre l'altitude. C'est ce qui préconise. On vient de monter 3 étages. Et on est KO. Mais l'altitude ça se fait ressentir assez vite quand même. Non. Il y a qu'à la plier, gars. 3400 mètres et on monte 2 marches et on est essoufflé. Mais franchement, la vue elle est juste incroyable. Premier repas du Pérou. Moi j'ai un loma. Donc ça en fait c'est de la viande de bœuf avec du riz et des patates. Papa il a pris un filet mignon à la péruvienne. En tout cas je peux vous dire que ça grimpe vraiment pas mal. Et si on avait fait ça hier, autant vous dire qu'on n'aurait jamais réussi parce qu'on était vraiment pas du tout acclimaté. On avait un gros mal de tête et le moindre feu de montée des marches, ça nous essoufflait en 2 secondes. Et là on doit monter jusqu'à tout là-haut. Bon les amis, on vient d'arriver à Sacsayhuaman. Je peux vous dire que le site est super beau. On se retrouve en haut et je vous montre quelques petits plans du site. Incroyable comment ils ont réussi à faire tout ça, à construire et à monter toutes ces pierres là-haut. C'est franchement un endroit mais incroyable les amis. Si vous avez la chance de venir au Pérou, allez à Sacsayhuaman, vous allez vraiment pas être déçus. Regardez ça, ils sont juste là à côté. Ils sont en liberté comme ça, il y en a partout. C'est juste incroyable. Comme vous pouvez le voir les amis, le voyage au Pérou commence vraiment très fort avec des lieux qui retracent l'histoire des Incas. Sacsayhuaman est situé sur les hauteurs de la ville de Cusco et il s'agit d'un immense complexe architectural qui a été construit par l'empereur Inca Pachacutec. Alors le site est constitué de 3 remparts parallèles de 600 mètres de long, disposés un peu en zigzag, et ces remparts sont en fait des blocs monolithes de calcaire parfaitement assemblés et encastrés les uns dans les autres. Et ça vous retourne un peu le cerveau pour essayer de comprendre comment tout
cela a pu être construit. Et je vous laisse même pas imaginer leur poids. Ces rochers ont un poids qui varie entre 130 et 200 tonnes. Et il a fallu près de 20 000 personnes et 50 années de travail ont été nécessaires pour construire cet endroit. Elle marqua son histoire par l'un des derniers épisodes de la conquête du Pérou par les Espagnols en 1536. Et franchement, cet endroit nous en a mis plein les yeux alors que ce n'était que le premier jour de notre voyage et je vous laisse même pas imaginer ce qui nous attend par la suite. Bonjour les amis, on est aujourd'hui le 17 janvier 2019 et regardez où est-ce que je commence cette vidéo. Si c'est pas magnifique. Je me trouve actuellement à 4800 mètres d'altitude, c'est la hauteur du Mont Blanc et je vais me rendre à 5200 mètres s'il vous plaît pour aller voir un lieu qui, je pense, va vous plaire et c'est un des points cultes du Pérou. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, vous n'allez pas regretter. J'ai les pieds remplis de boue. C'est ça l'aventure, c'est ça qu'on aime. J'en peux plus. Franchement c'est chaud les gars. Mon père est encore en bas. J'espère qu'il va pas abandonner parce qu'il y a encore une sacrée montée. Allez, je reprends. Je vais m'arrêter maintenant. Pas de question. Pas à 200 mètres. C'est hardcore, honnêtement c'est hardcore. Allez Mathieu, allez tu peux le faire. C'est dans la tête là. Il reste 10 mètres. Allez. Allez. Allez c'est dans la tête putain. Allez. Ça y est. Ça y est j'y suis. C'est ça qui est bien dans le voyage. Tu rencontres tellement de gens bien. Les amis, bienvenue à la Rainbow Mountain. La montagne des 7 couleurs. Bon les amis, comme vous avez sans doute pu le voir, je pétais la forme pour vous parler de la Rainbow Mountain une fois au sommet. Non, je déconne, la vraie raison pour laquelle je l'ai pas fait, c'était le vent. Bon, vous vous demandez sans doute pourquoi cette montagne est constituée de 7 couleurs. Eh bien en fait, c'est à cause de l'accumulation formée par des couches de sédiments depuis plusieurs siècles. Parlons un peu physique maintenant. Pour que de telles couleurs ressortent, il faut que différents éléments chimiques agissent. Et on retrouve du soufre qui nous donne la couleur jaune, de l'oxyde de fer permet d'obtenir la couleur rouge, et du fulminate de mercure. Non, mauvais mélange. Du sulfate de cuivre qui nous offre la couleur verte. Et le tout nous offre un des plus beaux paysages et surtout l'un des plus spectaculaires que j'ai eu l'occasion de voir. Je ne peux que vous conseiller de vous rendre là-bas tellement c'est beau, mais par contre, prévoyez de bonnes chaussures de marche. Bon, voilà, ça y est les amis, on a réussi à redescendre. C'était extrêmement difficile. Je cache pas que j'ai un petit mal de tête là. Chez mon père ça va pas du tout, il a vomi au moins 3 fois d'un coup là. Donc ouais, c'était assez éprouvant mais ça valait le coup. Les amis, c'est ici que ça se termine. On va encore aller voir un lac. Et surtout on va aller manger un bon petit truc maintenant parce que je vous avoue que j'ai faim là. J'ai vraiment très faim. Mais voilà les amis, je vous avoue que j'étais vraiment éclaté à la fin de cette randonnée et du coup je n'ai pas filmé plus.
Mais on se retrouve le lendemain matin et on est parti dans un petit village qui s'appelle Chinchero. Et c'est ici notamment que l'on fabrique différentes choses à partir de la laine d'alpaga, notamment des ponchos, des sacs, des gants, des pulls, des chapeaux et également plein d'autres choses. Alors on a également eu droit à des explications sur la façon dont ils appliquent la couleur sur la laine d'alpaga, car de base la laine elle est blanche et les Péruviens en fait la teignent de différentes couleurs avec des colorants complètement naturels, notamment à base de plantes pour obtenir une autre couleur, et avec la même plante ils rajoutent tout simplement du jus de citron qui fait passer par exemple une texture rouge plus vers de l'orange. Et en fait après ils trempent la laine dans le mélange qui a été obtenu mais qui d'abord a été chauffé. Et après, une fois que la laine a été imprégnée de la couleur, ils la suspendent et la laissent refroidir. Les amis, on vient d'arriver à Moray. C'est le laboratoire typique Inca. Les amis, ça c'est un des endroits des plus particuliers qui soit au Pérou. Alors Moray en fait c'est un centre de recherche agricole Inca situé dans la vallée sacrée au beau milieu de la cordillère des Andes et situé à 3500 mètres d'altitude. Alors en fait le site se présente comme vous avez pu le voir sous forme d'un amphithéâtre, donc il y a un site principal et deux autres sites secondaires qui sont légèrement plus petits et en fait ils sont constitués de plusieurs terrasses disposées en fait en cercle concentrique. Il s'agit d'un centre de recherche agricole où les Incas en fait pratiquaient des expériences sur des cultures. Et du fait que ces cultures soient placées en terrasse, en fait ça crée une sorte de microclimat et la température est plus élevée au centre et diminue petit à petit en fonction de la distance de chaque terrasse. Et en fait ça permet de simuler une vingtaine de microclimats différents et on pense en fait que Moray a notamment servi à prévoir des rendements agricoles, non seulement dans la vallée sacrée mais aussi dans d'autres parties de l'empire Inca. Et il semble qu'à Moray, les Incas ont tenté d'acclimater différents types de plantes exotiques aux conditions locales. Les amis, on vient d'arriver au site de Chinchero, qui est un des sites principaux où ils ont travaillé l'agriculture. Et là, on est clairement dans quelque chose de beaucoup plus vieux que ce qu'on avait pu voir, ce que vous regardez notamment ce mur. Encore une fois, des constructions Inca. Et si on regarde de plus près, pareil, il n'y a rien qui passe, encore une fois. Bon, clairement ce site nous en a mis plein les yeux, que ce soit au niveau des paysages ou au niveau de l'architecture. Voir ces énormes constructions en terrasse nous a vraiment laissé sans voix. C'était un endroit vraiment paisible et il n'y avait pas tellement de touristes à ce moment-là. Bon, le site est vraiment gigantesque et propose même une randonnée pour accéder à un point de vue sur les hauteurs de la ville. Et comme toujours, il y a la marque de fabrique du Pérou qui était là. Depuis qu'on est là, on fait que monter, descendre. On n'a jamais marché une seule fois sur du plat. Mais toujours avec une belle vue.
pull parce que cette altitude, il y a le vent qui s'est relevé. En plus avec la pluie, on va éviter de tomber malade. Coucou. Les amis, on se trouve actuellement au temple de l'Inca, enfin du moins les ruines du temple de l'Inca. Je pourrais pas vous dire exactement à quelle altitude on est, mais ce qui est sûr c'est qu'on est à plus de... on est presque à 4 mètres. Et comment vous dire, si vous ratez un pas, c'est la dégringolade qui fait assez mal, je dirais. Bon, on va préparer ça. Bonjour les amis, je me trouve actuellement à la gare ferroviaire de... Alors, le nom, Ollantaytambo. On s'apprête à monter à bord du train Irambingam pour aller visiter le reste de la vallée sacrée et rejoindre Aguas Calientes. Vraiment impressionnant la vallée sacrée qu'on est en train de traverser. Les amis, on vient d'arriver à l'hôtel à Aguas Calientes et c'est la dernière nuit qu'on va passer avant d'aller visiter la principale chose pour laquelle on est venu ici, le Machu Picchu. Ok les amis, je vous laisse un petit extrait de la visite du Machu Picchu. J'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ça. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. On va se la faire cette montagne. Ça y est, les amis, on y est. Et là-bas, il y a le Machu Picchu. Actuellement au milieu du lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde à 3810 mètres. Nous continuons notre périple sur le lac Titicaca en direction des îles Ouros les amis, un petit groupe d'îles artificielles créé par le peuple Ouros du même nom à 3810 mètres d'altitude. Comme d'habitude, on va parler un peu histoire. Alors en fait, ces îles, elles ont été bâties par le peuple Ouros au XIIIe siècle un peu par hasard. Ils essayaient en réalité d'échapper à la tribu des Incas en construisant des radeaux en totora, un roseau qui pousse en grande quantité sur les bords du lac Titicaca. En fait, ils attachèrent ensemble ces plantes pour en faire des radeaux. Et en fait, ils avaient construit tellement de radeaux qu'ils décidèrent un jour de les attacher entre eux. Et c'est comme ça que sont nées les premières îles artificielles du lac Titicaca. Et les îles flottantes ont ainsi pris le nom de ces premiers occupants, les îles Ouros.
Alors, les Huros se sont éteints finalement dans les années 1950, abandonnant leur archipel de Roseau aux Indiens Aymaras, j'espère que je le dis bien, qui tentent de perpétuer leur tradition tout en faisant le tourisme sur le lac. Alors, il existe actuellement 89 îles sur le lac Titicaca et il y a encore environ 2000 habitants qui les occupent. Ces îles sont complètement biodégradables étant donné qu'elles sont artificielles et construites sur place avec les matériaux que fournit le lac lui-même en fait. Et c'est pourquoi elles sont régulièrement entretenues et souvent reconstruites. Alors, je vous explique encore rapidement comment sont construits les blocs de terre. Ils assemblent en fait 4 blocs de terre entre eux qui ont été bien compactés pour en former plus qu'un seul grand bloc. Les Indiens l'immergent ensuite, puis le recouvrent d'une première couche de roseau spécifique à cette première couche jusqu'à avoir environ 1 mètre de hauteur de roseau. Puis ils rajoutent la deuxième couche de roseau, séchée cette fois-ci pour faire le sol de l'île. Ensuite, ils déterminent où seront construites les habitations. Et à cet emplacement, les Indiens rajoutent encore environ 50 cm de hauteur de roseaux sur lesquels ils viendront construire leur maison. Regardez-moi ça, si c'est pas incroyable! On se croirait en mer! Le lac est gigantesque, il fait près de 200 km de long, une superficie de 4800 km². Il a une profondeur de 275 mètres. C'est juste incroyable le décor! Et bonjour les amis, bienvenue à Nazca et plus précisément à l'aéroport de Nazca. On vient de réserver l'avion, un tout petit avion, un Cessna, et je vous avoue c'est la première fois que je montais à bord d'un avion à hélice, un tout petit avion en plus, pour aller justement voir les fameux géoglyphes que je vous montrerai du coup du ciel. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux types de géoglyphes. Il y a les géoglyphes de Nazca qui sont les plus connus, qui ont été trouvés en 1929, et il y en a d'autres qui ont été découverts beaucoup plus tard grâce à des drones. En fait c'est ce qu'on appelle les géoglyphes de Palpa qui sont situés dans une ville un peu plus au nord, et on aurait aussi pu les faire mais en fait l'avion n'était pas plein. En fait c'était un avion pour 4 personnes et on y avait que moi et mon père du coup, donc on n'a pas pu le faire parce qu'il ne faut pas décoller des avions qui ne sont pas pleins. Du coup on a pris le tour classique des géoglyphes de Nazca. On a payé moitié prix du coup. C'était pour ça qu'on est venu ici. Les géoglyphes de Palpa on n'était pas censé les faire, c'était en option. Bon voilà, c'est pas grave, on est quand même content d'être là. Ça y est, on s'apprête à embarquer pour le baptême de l'air. Putain, c'était génial. On est trempé de ouf. Franchement, c'était super. Et heureusement qu'on a vraiment rien pris au petit-déj, hein, parce qu'il y en a plus d'un qui a failli gerber dans l'avion. Bon, c'était magique, hein, franchement, c'était vraiment à faire. Mais heureusement qu'on n'a pas fait cette Palpa, parce que là, je crois que, sans vous mentir, je crois que j'aurais gerbé.
Bon, après le tour en avion, on a décidé de faire maintenant un petit tour en buggy dans le désert. On va visiter une pyramide, des ruines, des tombeaux et on va faire du sandboard également. Bon, ça y est, on vient de s'installer dans le buggy. Papa, t'as déjà fait du buggy? Non. Non, première fois aussi. Et chose assez incroyable, on a retrouvé nos deux acolytes avec qui on était dans l'avion. Juste ici. Et voilà, c'est avec eux qu'on était dans l'avion ce matin et on se retrouve encore une fois avec eux dans le buggy. Teach me about fucking stars. Bon les amis, on arrive désormais à l'aqueduc d'Akongaya. Alors il a été construit il y a environ 1 millier d'années par le peuple Nazca lui-même, ce qui le rend bien plus ancien en fait que le Machu Picchu, Sacsayhuaman et tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, le site il a été construit en terrasse et en fait il a été construit au bord d'une source d'eau. Étant donné que le peuple vivait dans le désert, il leur fallait un point d'eau fixe. Il y a énormément de poissons à l'intérieur. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'à l'époque, eh ben en fait, il n'y avait pas de station pour traiter l'eau. Les gens la buvaient telle qu'elle en fait. Et comme vous pouvez voir, les constructions s'étendent assez loin. Parce que en fait, si on continue, eh ben, ça va jusqu'à tout là-bas. J'ai trouvé quelque chose qui était planqué dans la voiture. J'ai trouvé des planches de sandboard. Ça, j'ai vraiment hâte de tester ça. Bon les amis, on arrive ici sur un site qui était totalement imprévu et dont j'ignorais totalement l'existence. Je ne savais pas qu'il y avait des pyramides au Pérou. Alors on connaît pas encore grand chose sur l'histoire et la construction de cette pyramide, mais elle a été un lieu de pèlerinage et un centre cérémoniel assez important de la civilisation Nazca. Alors elle surplombe les géoglyphes qu'on a survolés un peu plus tôt dans la journée. Alors les archéologues ont effectué des fouilles et des recherches pendant environ une trentaine d'années avant de bien nettoyer et de mettre en valeur le site. La pyramide de Kawachi contient plus de 40 hauts monticules, que ce soit en fait des pyramides, des terrasses avec des structures qui sont faites principalement en adobe. L'adobe c'est une sorte d'argile et on est aujourd'hui capable d'affirmer qu'à Kawachi il y a eu des sacrifices humains envers les dieux, car en fait les archéologues ont découvert des lieux avec plusieurs vestiges humains, que ce soit sur le site de la pyramide ou dans les alentours. J'ai personnellement vu des restes d'eau humains éparpillés un peu partout dans le désert de Nazca. Alors moi personnellement j'étais pas franchement à l'aise, mais bon je peux vous dire qu'il y a des personnes avec qui on a fait cette excursion qui elles étaient totalement indifférents à ce qu'ils avaient devant eux, et bien évidemment par respect moi je n'ai pris aucune photo ni vidéo de restes humains. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était la première fois pour moi que je passais une journée comme ça dans le désert et les lumières au coucher du soleil sont juste incroyables. C'est une journée qui m'a vraiment beaucoup marqué, autant par les paysages que par l'histoire de ce merveilleux pays. Et franchement les amis, si vous avez un jour la chance de partir au Pérou, franchement foncez-y tête baissée, c'est un pays tellement incroyable.